Alors, la politique européenne d'asile et d'immigration trouve son origine dans le marché intérieur. Lorsqu'on a décidé, avec l'acte unique en 1986, d'abolir les contrôles aux frontières intérieures. Dès le moment où il y avait un espace commun que l'on créait, il fallait définir une politique commune pour les frontières extérieures. Il fallait définir une politique commune pour les visas. Et donc, on est parti du marché intérieur. Mais la matière a beaucoup évolué et ultérieurement au marché intérieur s'est substitué l'objectif de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Et au fond, qui a consacré l'autonomie des politiques d'immigration et d'asile par rapport au marché intérieur. Aujourd'hui, ce ne sont plus des mesures compensatoires à l'abolition des contrôles aux frontières intérieures, ce sont véritablement des politiques pleines et entières qui ont vocation à se développer donc, dans ce nouvel espace de liberté, de sécurité et de justice. Il a fallu beaucoup de temps finalement avant que la matière acquiert de la substance, puisque pendant très longtemps, je dirais entre 1986 et l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999, on a vécu une période où l'essentiel des discussions portait sur le cadre institutionnel. Faut-il utiliser la méthode intergouvernementale? Faut-il utiliser la méthode supranationale? C'est la fameuse histoire du troisième pilier par lequel on est passé avec le traité de Maastricht. Et c'est donc uniquement avec le traité d'Amsterdam, qui a été le véritable début de cette politique, qu'on est entré dans le vif du sujet en commençant à légiférer sur les questions de visa, de frontières, d'immigration et d'asile. Alors le fondement, au fond, à la base de cette politique, c'était la liberté de circulation. On a décidé, avec Schengen, d'abolir les contrôles aux frontières intérieures, et comme on ne peut pas abolir les contrôles uniquement pour les Européens, on a décidé de les abolir pour toutes les personnes concernées. Et c'est cela qui a amené la nécessité de développer une politique vis-à-vis des ressortissants de pays tiers. Et donc la matière trouve son origine effectivement dans la coopération Schengen, qui a été intégrée après ça au droit européen par le traité d'Amsterdam, et qui continue aujourd'hui à se développer dans le cadre de ce qu'on appelle l'acquis de Schengen, qui est toujours relevant puisqu'il détermine les États qui participent ou non à la politique en question, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participant pas à la coopération Schengen, mais la matière aussi s'est développée pour ce qu'on appelle les aspects hors Schengen, c'est-à-dire la politique d'asile et la politique d'immigration au-delà des séjours, de courts séjours de maximum 3 mois. Et là, il y a toute une série de législations qui ont été adoptées, que ce soit dans le domaine de l'immigration légale, le regroupement familial, de la lutte contre l'immigration illégale, la fameuse directive retour, et évidemment aussi dans le domaine de l'asile avec le règlement Dublin qui a suivi la convention de Dublin et toute une série d'autres instruments dans le domaine de l'asile. Alors en fait, donc en 2015, l'Union européenne a connu une augmentation assez forte du nombre de demandeurs d'asile se dirigeant vers son territoire. Je crois que l'affaire est bien connue, il s'agissait essentiellement, mais pas uniquement, de ressortissants syriens. Il y avait aussi notamment des Afghans qui ont quitté le territoire de la Turquie et ont voulu se diriger vers l'Union européenne en y pénétrant par la Grèce. Et c'est ainsi qu'est née ce qu'on a appelé la fameuse route des Balkans, qui amenait des demandeurs d'asile et des personnes aussi, des étrangers en séjour illégal, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle des flux mixtes, des personnes donc, qui empruntent la route des Balkans pour remonter de la Grèce vers le nord de l'Union européenne et pour une très grande partie des personnes concernées vers l'Allemagne et la Suède. Alors la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est une question de nombre? Est-ce que la crise est au fond quantitative? Et à cela, on doit apporter une réponse très nuancée. On peut, je pense, dire à la fois oui et à la fois non. Alors, il est difficile de penser qu'1 million de personnes cherchant asile dans l'Union européenne constitue une crise pour un continent de 500 millions d'habitants.
Il suffit de songer à la situation du Liban ou de la Jordanie, qui sont des petits pays de quelques millions d'habitants, qui accueillent eux aussi des réfugiés en très grand nombre, et dans le cas du Liban, 1 million de réfugiés également. Donc il est difficile de plaider que l'Union européenne est en crise alors qu'il s'agit d'un continent de 500 millions d'habitants par rapport à un petit pays comme le Liban qui connaît la même situation. Donc la crise n'est pas véritablement numérique à l'échelle de l'Union européenne. Mais elle s'est manifestée au travers du cas de la Grèce, puisque les personnes arrivaient dans l'Union européenne en passant par la Grèce, qui était incapable d'appliquer le droit européen, de contrôler les frontières extérieures de l'Union et d'appliquer les règles en matière d'asile, notamment en endossant la responsabilité sur la base du principe dit de Dublin, parce que les personnes arrivaient sur le territoire de la Grèce. Et donc, à l'échelle de la Grèce, effectivement, on peut dire qu'il y a eu une crise. Mais cette crise à l'échelle de la Grèce a été provoquée par la politique européenne, puisque la politique européenne, jusqu'à aujourd'hui, renvoie sur les États membres la responsabilité de la gestion des frontières extérieures et des demandes d'asile, au lieu de traiter ces questions de manière véritablement commune. Alors, la crise a connu plusieurs périodes. D'abord confrontée à l'afflux, il est apparu très rapidement que la Grèce ne pouvait pas y faire face et que les personnes traversaient le territoire grec pour ensuite se diriger au travers des Balkans vers les autres États membres de l'Union européenne. Et c'est ainsi que les États de première ligne, comme la Croatie, la Slovénie, et puis un peu plus ultérieurement la Hongrie, ont d'abord adopté une attitude de laisser faire, laisser passer. C'est-à-dire que les personnes étaient incitées à poursuivre leur chemin vers le nord, l'ouest de l'Union européenne, et donc en particulier vers la Grèce et vers la Suède. Donc l'idée était au fond, pour ces États, de laisser passer des personnes qui de toute manière ne voulaient pas demander l'asile sur le territoire croate, slovène ou hongrois. Et puis la crise grossissant, il y a eu un changement d'attitude, et finalement ces États ont décidé de fermer la route des Balkans, en cette fois-ci fermant leurs frontières et en empêchant les demandeurs d'asile de passer. Et cela a été conjugué alors à ce fameux accord qui a été conclu entre l'Union européenne et la Turquie, par laquelle l'Union européenne accorde une aide financière à la Turquie, à laquelle on demande d'empêcher les départs vers la Grèce. Et ce sont ces deux phénomènes conjoints, la fermeture de la route des Balkans d'un côté et d'un autre côté l'accord avec la Turquie, qui ont fait que cette crise a non pas été réglée, mais temporairement maîtrisée, puisque le problème évidemment est toujours là, mais on est parvenu néanmoins à endiguer les flux qui se dirigeaient vers l'Union européenne. Bon, il est évident, c'est bien connu que les questions d'immigration et d'asile sont extrêmement sensibles. Auparavant, c'était essentiellement le cas en Europe de l'Ouest, puisque ce sont ces pays qui sont souvent des pays, de vieux pays d'immigration qui accueillaient le plus de demandeurs d'asile et de migrants. Et puis avec la crise, les pays d'Europe centrale orientale, en particulier les nouveaux États membres, de manière encore plus précise, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont aussi été confrontés à la question de l'asile. En particulier parce que les autres États membres de l'Ouest ont voulu partager la charge que représente l'accueil des demandeurs d'asile avec ces pays, et c'est ce qui a conduit à l'adoption au niveau européen de ces fameuses décisions de relocalisation des demandeurs d'asile arrivés par la Grèce et par l'Italie, c'est-à-dire la redistribution entre les États membres de l'Union européenne sur une base plus adéquate, sur une base marquée par plus de solidarité entre les États membres. Mais cela a été refusé par notamment les pays dits du groupe de Visegrad pour diverses raisons.
très vraisemblablement parce qu'il s'agit de pays qui ne sont pas, habitués au phénomène de l'immigration et de l'asile. Pour eux, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Et aussi parce que je crois qu'il ne faut pas s'en cacher, la question de l'immigration et de l'asile n'a pas toujours, loin de là même, que du contraire peut-être, été abordée de manière positive dans des États comme le Royaume-Uni, la France ou la Belgique. On sait qu'il y a de très fortes tensions politiques et notamment que des mouvements populistes, voire même d'extrême droite, se nourrissent de la controverse sur l'immigration et l'asile. Et donc il ne faut pas évidemment s'étonner du fait que des pays d'Europe centrale et orientale ne vont pas considérer nécessairement de manière positive des phénomènes qui sont présentés de manière négative dans des États membres qui y sont habitués.